Monsieur Christian Jean-Jean, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Palavas-les-Flots et vous allez nous parler aujourd'hui de deux monuments de Palavas-les-Flots qui sont intimement liés. Il s'agit du phare et de la redoute. Alors expliquez-nous un petit peu leur histoire. Il paraît qu'en 1740, on avait peur des pirates à Palavas-les-Flots. Oui, on avait peur des pirates, on avait peur des Anglais, et il y a toute une histoire ici autour de Palavas. C'est l'histoire de Melgueil, c'est les contes de Melgueil, c'est l'histoire de Maguelone, avec les évêques qui se sont succédés, et les papes et autres qui sont venus s'installer sur Maguelone. Donc il y a une histoire qui est très très riche. Et puis il y a derrière Montpellier qui s'est fait petit à petit, et Montpellier vit beaucoup sur le plan économique de la mer. Et les bateaux qui arrivent de la mer transportent de nombreuses marchandises par le Lez, qui n'est pas canalisé à l'époque, mais vous avez tous entendu parler de Jacques-Cœur et du port Jacques-Cœur. Eh bien, les bateaux remontent le Lez et vont livrer des marchandises, et notamment une marchandise qui est très importante, c'est le drap. Le drap blanc, puisque Montpellier a le privilège royal de teindre les draps blancs, de les teindre en couleur rouge, et rouge cardinal. Et cette couleur est très très recherchée en France et ailleurs. Et Montpellier commerce beaucoup là-dessus. Et donc ces bateaux remontent tranquillement jusqu'au jour où les pirates débarquent, se rendent compte qu'il y a des bateaux avec de la richesse à l'intérieur. Et les Anglais et autres qui n'aiment pas trop la France à ce moment-là. Et donc tout cela se met en marche pour détruire le commerce et surtout pirater les bateaux et essayer de faire des rançons et ainsi de suite. Et donc par conséquent, les commerçants montpelliérains, dit les bourgeois à l'époque, se font du souci. Comment allons-nous continuer à commercer si nos bateaux sont attaqués comme ils le sont? Et donc ils se réunissent. Et ils décident, après de nombreuses palabres, ils décident de construire une redoute avec un canon de 12 et 8 tours de guet sur des villes proches de Montpellier, notamment la Grande Motte. On en trouve encore une, le Gros du Roi, Cap d'Agde, vers Frontignan, après Cap d'Agde, vers d'autres communes littorales. Et donc c'est des tours de guet qui doivent avertir, faire de la fumée blanche, si jamais il y a un danger, si on s'aperçoit qu'il y a un barbare qui approche. Et puis, on dit, la redoute, on va la construire au Gros de Balestras. Le Gros de Balestras, c'est le Lez, c'est Palavas-les-Flots, plus tard. Et donc, on construit cette redoute, qui est un fortin, un petit château fort, équipé d'un canon de 12, avec des soldats, des militaires en armes, qui surveillent, et qui, dès qu'un bateau approche, font agir et font marcher le canon pour effrayer un petit peu ceux qui sont autour. Et ça marche, ça marche. Les tours de guet font des signaux quand on voit un bateau ennemi, et ainsi de suite. Le commerce reprend, ça marche bien, jusqu'au jour où, bon, les choses se calment, mais cette redoute, elle est située toujours assez au même endroit, et on dit, qu'est-ce qu'on va faire de cette redoute, on ne sait pas trop, et puis un jour, bon, on a besoin d'eau, parce qu'il n'y a pas d'eau à Palavas à l'époque. Il y a de l'eau saumâtre, il y a des puits, c'est pas bon, c'est pas bon cette eau. Alors on dit, ben, il faut faire un château d'eau, il faut faire un truc. Donc sur la redoute, on construit un premier château d'eau. Et puis Palavas prend de l'extension, les personnes construisent, on est au bord de l'eau, c'est sympathique et autres, et on fait un deuxième château d'eau encore plus grand au-dessus de la redoute. Et puis quand arrive la période 1940, par là, 1943, on dit, eh bien, on va maintenant faire un autre château d'eau, parce que c'est les congés, c'est les nouveaux fonds populaires, et ainsi de suite. Et ces congés se développent, et on dit, il nous faut de l'eau, encore plus d'eau. Et donc, par conséquent, on se branche sur la source Saint-Jean de Latte, une source d'eau un peu ferrugineuse, mais de l'eau qui est bonne, qui est très potable. Et puis, on fait monter cette eau dans un château d'eau, mais le château d'eau doit être de plus en plus grand, parce qu'il y a de plus en plus de monde sur Palavas. Et donc, le château d'eau nouveau, 1943, va enfermer complètement les deux châteaux d'eau qui étaient construits en intermédiaire, et la redoute, tout cela est enfermé dans le château d'eau. Et pourquoi nous avons cette redoute actuellement en si bon état? C'est parce que tout ça était enfermé
dans le château d'eau et qu'on ne le trouvait pas. Donc par conséquent, Palavas-les-Flots s'est construit un petit peu comme ces châteaux du Moyen-Âge, ces châteaux forts du Moyen-Âge, c'est-à-dire que les personnes, les Frontignanais qui étaient vignerons, viticulteurs, les Frontignanais, les pêcheurs, les douaniers, viennent à Palavas-les-Flots construire une petite cabane parce qu'ils se sentent en sécurité. Il y a une redoute. Ils sont en sécurité. Et c'est un peu le système du château fort du Moyen-Âge. On se met au pied du château fort parce qu'on se sent en sécurité, parce qu'il y a une force, parce qu'il y a un seigneur qui vous défend, et ainsi de suite. À Palavas, il n'y a pas de seigneur. Il y a bien longtemps. Mais il y avait quand même une sécurité. Et donc, par conséquent, disons que le début du village des cabanes, puisque à l'époque c'était le village des cabanes, le début du village des cabanes, la transformation du Gros de Balestras, puis ça s'appelait le Gros de Balestras, eh bien, tout cela est dû un petit peu à cet effort des bourgeois montpelliérains qui ont voulu commercer, qui ont voulu continuer à commercer, et qui ont créé en définitive indirectement Palavas-les-Flots. Dites-moi, monsieur le maire, en 1990, on a assisté à une renaissance exceptionnelle et spectaculaire de ces deux monuments. Que s'est-il passé à cette époque-là? Et alors, en 1990-95 plutôt, il y a une idée qui germe et on dit, ce château d'eau, il est maintenant ancien, il a été bombardé pendant la guerre. Il y a eu des éclats de trucs, il tient parce qu'il a été bien construit, solide, mais il a besoin d'être rénové. Donc à cette époque-là, nous faisons l'initiative de conseil municipal et d'Albert Édouard qui avait pris ce dossier en main. Nous demandons un devis et pour habiliter le château d'eau existant ou pour le démolir. Et nous obtenons des résultats qui ne sont pas conformes, parce que pour le réhabiliter, ça coûtait une fortune, et pour le démolir, ça coûtait aussi une fortune, parce qu'à l'époque, on nous demandait la moitié du budget de la ville pour le démolir, c'était colossal comme entreprise, et donc on a dit on ne peut pas démolir un ouvrage comme ça, au prix que ça coûte, le démolir pour ne rien avoir après, et autres. Donc on réfléchit un petit peu, et survient une idée. On dit, ça serait amusant quand même de faire un restaurant tournant au dernier étage, ça serait sympathique. Et donc, on s'en va un peu visiter le monde, et on va surtout au Canada, au Québec, où il y a un restaurant tournant situé, juché, un peu de la même manière, parce que c'est sur le Saint-Laurent, on voit un petit peu, pas la mer, mais un petit peu l'eau entourée d'eau, de châteaux forts, puisqu'il y a un château fort également là-bas. On est dans la même configuration, et en y mangeant un jour avec mon ami premier adjoint, Albert Édouard, on décide, on dit, ben, on va essayer de faire la même chose à Palavas-les-Flots. Alors, on fait faire des devis, on a des architectes qui se penchent sur le problème, qui trouvent ça très très bien, qui nous soumettent les plans, qui nous font découvrir une nouvelle vision de ce restaurant tournant et ainsi de suite. Et donc, on fait chiffrer. Et j'avoue que le chiffre est très très important et impressionnant. Et je dis à mon premier adjoint, le conseil municipal, je dis, nous le ferons, mais nous allons fixer une somme et nous ne donnerons pas un centime de plus. Voilà. Donc ce château d'eau, ce nouveau phare de la Méditerranée, comme on l'appelle, il comprend un restaurant tournant, un pont promenade, où on peut faire le tour au complet, avoir là une vision à 360 degrés sur l'ensemble de Palavas et de son environnement. Et puis, dans les étages inférieurs, il y a des sièges de société. Et puis, en bas, on y fait un centre des congrès. Mais pour faire tout cela, centre des congrès, les locaux de l'office municipal de tourisme, mais pour faire tout cela, il y a un ouvrage extraordinaire à faire, un travail extraordinaire à faire, c'est de démonter la redoute. Il faut l'enlever la redoute, c'est elle qui prend toute la place dans ce château d'eau. Et donc, qui va prendre en charge de démonter pierre par pierre une redoute de cette importance et qui va prendre en charge surtout de la remonter. Et on rencontre des gens extraordinaires, les compagnons du devoir,
les maîtres en l'art des tailleurs de pierre qui disent « ben nous on va le faire, on va vous le faire, oui mais vous allez nous demander combien, on va vous le faire gratuitement ». On n'en revient pas. On va démonter la redoute, on va noter, numéroter les pierres par pierre, et nous la remonterons au milieu de l'étang du Levant où elle se trouve actuellement. Et non seulement ils démontent la redoute pierre par pierre, mais en plus, à l'époque, on avait enlevé beaucoup de pierres parce que des gens voulaient faire des maisons et on disait que c'est quand même plus facile d'aller prendre les pierres de la redoute plutôt que d'aller en acheter ou d'aller les tailler nous-mêmes. Et donc, par conséquent, il manque beaucoup de choses à cette redoute, mais les compagnons du devoir de Tour de France nous refont toutes ces pierres, nous les taillent et on s'aperçoit un truc romain dans les arènes de Palavas-les-Flots. Un jour, il y a 80 tailleurs de pierre qui taillent en même temps les pierres. Phénoménal. On a des films là-dessus. C'était dantesque, extraordinaire. L'entreprise qui se charge des travaux, là aussi, il a fallu démolir des pans entiers de béton parce qu'il y avait les anciens châteaux d'eau, les deux anciens châteaux d'eau, qui étaient faits en béton armé. Et comme on ne connaissait pas bien le béton armé à l'époque, on avait tendance à le ferrailler d'une manière énorme. Donc c'est quelque chose de colossal. C'est pire que les blocos à l'époque faits pendant la guerre. C'est quelque chose de dantesque. Et quand on voit le résultat, petit à petit, ça s'arrange, ça se fait pas tout seul. C'est très très compliqué. Il y a des calculs extraordinaires et autres. Et puis un jour, on a le résultat. Résultat fabuleux, phénoménal, qui est cette réalisation du phare de la Méditerranée. On paie une certaine somme, mais en échange, on a quelque chose de mythique. On a ce phare qui est au milieu de la mer, qui en même temps était un mer remarquable, puisque les pêcheurs, que ce soit les plaisanciers, les pêcheurs professionnels ou autres, avaient des repères grâce à ce phare de la Méditerranée. Donc l'enlever, c'était pas possible. Donc, tout le monde est heureux, et avant de commencer les travaux, je fais un petit peu un pas en arrière, pour vous raconter une anecdote extraordinaire, nous avons décidé, alors que on avait enlevé le toit du château d'eau et autres, on a fait un platelage, et tout le monde est monté, on est monté 250 là-haut, et on a pris le premier repas dans la nature complète. On a élevé les gens avec une monte-charge, c'était extraordinaire, à 40 mètres de haut, dans des bennes de grues, de trucs, de machin, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a monté les cuisinières et tout, et c'était Madame Larminia et sa famille qui avaient fait le repas, qui nous avaient concocté un repas extraordinaire qui a commencé vers 11h30, qui s'est terminé à 6h, à 18h le soir. On a fait un repas extraordinaire pour justement lancer ce programme. C'est quelque chose d'anecdotique, mais il faut le souligner, tant la passion était grande chez tous les participants, chez tous les Palavasiens. Les Palavasiens se sont identifiés à ce projet, qui était un projet qui a fait le tour du monde, parce que des Japonais sont venus, on a eu des Chinois qui sont venus voir comment on avait fait, ainsi de suite, voir quelle était l'atmosphère. Quand vous montez dans ce phare méditerranéen, c'est merveilleux. Regardez ce qu'on découvre. On découvre la mer, on découvre les étangs, on est entouré d'étangs, on est entouré d'eau, Montpellier au loin, les Cévennes, le truc, mais il n'y a pas un endroit aussi féerique, et je le dis, nous avons bien de la chance de vivre à Palavas-les-Flots. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que je crois que c'est le cœur de Palavas qui a vibré, et qui continue de vibrer au rythme du phare de la Méditerranée.